Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, bonne nouvelle pour les fidèles catholiques. L'Église rouvre ses portes et renoue avec le culte public à partir de ce 1er novembre. Une reprise dite progressive. Vous entendrez Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, en début d'édition. La situation en Guinée préoccupe la société civile sénégalaise. Elle demande à la CEDEAO de se pencher sur la situation. Une marche est prévue pour ce mercredi 28 octobre de la place de la Nation au rond-point RTS. Démarrage de la saison de basket en janvier 2021. Les clubs sont déjà dans les préparations, à l'instar de l'AS Douane. Saïkou Seydi nous fera vivre la séance d'entraînement des Gablous. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Après plusieurs mois de fermeture, l'Église rouvre ses portes à partir de ce 1er novembre. Il y aura donc une reprise progressive du culte dans les diocèses avec bien sûr le respect des mesures sanitaires, décision prise par la province ecclésiastique de Dakar. Je vous propose d'écouter à ce propos Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. À présent, considérant avec intérêt la tendance à la baisse de la courbe de contamination dans notre pays depuis plus d'un mois, les avis de médecins de la communauté et d'autres personnes ressources, l'engagement responsable et déterminé des communautés diocésaines et paroissiales à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié et répondant aux normes édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et devant la fin de l'Eucharistie qu'éprouvent les fidèles, membres de nos communautés, fidèles privés de messe depuis des mois, nous, vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurés de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, Reine de tous les saints, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. La nouvelle est également tombée chez les Layennes. La communauté ne célèbre pas le Gamou cette année. Dans un communiqué, celle-ci indique maintenir la suspension de toutes les manifestations religieuses. La marine nationale a intercepté 2 pirogues de migrants clandestins ce vendredi 23 octobre 2020. La première pirogue avec 111 migrants clandestins à bord a été interceptée à 5 heures du matin à une cinquantaine de kilomètres au large de Dakar. La seconde pirogue a été découverte à 9h30 à 80 km environ au large de Mbour par un patrouilleur espagnol suite à un incendie qui s'est déclaré à bord de la pirogue. 51 personnes ont pu être secourues par la Marine nationale. L'information émane d'un communiqué de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées. La société civile sénégalaise s'indigne de la situation en Guinée. Elle prévoit une marche de la place de la Nation au rond-point RTS ce mercredi 28 octobre. La société civile sénégalaise appelle par ailleurs la CEDEAO à organiser un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée, suivant le compte-rendu signé Boubacar Dia. Aujourd'hui, ça fait 5 jours, on a enregistré plus de 30 morts, à savoir des enfants. Ces enfants pouvaient être les enfants de tout un chacun. Des enfants de 3 ans qui n'ont rien à voir avec la politique. Des enfants... Elle n'a que ses yeux pour pleurer ses compatriotes tués dans les affrontements. Cette femme appelle la communauté internationale à réagir le plus tôt possible. Donc, si
seulement ce message pouvait être entendu par les membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, y compris le président Macky Sall qui nous vient en aide. Parce que ça fait 10 ans qu'on a enterré presque la plupart de notre jeunesse. On en a marre de ça, il faudra que Alpha dégage maintenant. On est fatigué de l'injustice. On n'est pas les seules populations en Guinée et nous sommes toujours les victimes. Que ce soit du côté matériel et du côté de la vie humaine. La société civile sénégalaise aussi demande à la CEDEAO d'organiser un sommet extraordinaire sur la situation en Guinée. Du bilan faisant état de 30 morts, dont des enfants de 3 à 14 ans, nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, recommandons au président en exercice de la CEDEAO un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise guinéenne pour stopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne. Au procureur de la Cour pénale internationale, l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur les crimes commis en Guinée depuis le début des contestations contre le troisième mandat. Et ces mêmes recommandations sont faites aussi à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Une marche est même prévue en soutien au peuple guinéen. Le peuple sénégalais réaffirme son engagement à accompagner le peuple de Guinée dans sa légitime lutte pour l'alternance démocratique. C'est pourquoi nous appelons à une marche pacifique de soutien au peuple frère le mercredi 28 octobre 2020 à partir de 16h de la place de la Nation au rond-point de la RTS. La Guinée-Conakry est plongée dans des scènes de violence depuis l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre. La société civile sénégalaise et les citoyens guinéens au Sénégal s'allient pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Et une solution transnationale permettrait de juguler le phénomène du troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Selon Moundiaï Cissé, il faut aller vers une CEDEAO des peuples. Le directeur exécutif de l'ONG 3D au micro de Boubacar Dia. Après le sommet des ministres des Affaires étrangères de 2015, qui avait fait une proposition allant dans le sens de verrouiller la question au sein de la CEDEAO en l'intégrant définitivement dans le protocole additionnel de la CEDEAO, je pense que ça pourrait être une solution en Afrique. Un problème, quand il devient continental, quand il devient sous-régional, on doit lui trouver une solution sous-régionale parce que c'est aberrant pour l'Afrique qu'à la veille d'élection, au lieu de parler de projets de société, au lieu de parler de programmes, au lieu de parler d'émergence, au lieu de parler de développement, les débats en Afrique à la veille des élections, c'est toujours sur les questions de troisième mandat. Cela retarde et plombe le développement de l'Afrique. Et c'est pour ça, de la CEDEAO des présidents, nous devons aller vers la CEDEAO des peuples qui peut porter le combat allant dans le sens que le verrouillage des mandats à deux soit définitivement réglé au niveau du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. On reste toujours avec la société civile sénégalaise. Le préfet n'a pas décidé des sanctions pour les manifestations non autorisées. C'est du ressort de la justice, nous dit Fadel Barro, avant d'ajouter que beaucoup de ces citoyens sont des binationaux. Une réaction après le communiqué du préfet de Dakar concernant la manifestation des citoyens guinéens au Sénégal. Fadel Barro est au micro de Boubacar Dia. Ce que le préfet de Dakar a dit. D'abord, du point de vue du droit, ce n'est pas au préfet de décider tout de suite comme ça qu'est-ce que sanction va s'abattre sur des citoyens. Ce n'est pas au préfet de dire que, OK, si vous faites ça, je vais vous faire ça. Ou la loi, ce n'est pas à lui. Ce rôle est dévolu à la justice. C'est une autorité administrative. Il autorise ou n'autorise pas. S'il estime que les gens ont fait une manifestation non autorisée, eh bien que la loi s'applique sur ces personnes qui l'autorisation non autorisée. Mais faire ces jeux de menaces, et ce n'est pas la première fois. On se rappelle ici que les Guinéens vivant au Sénégal avaient une fois organisé
une conférence de presse ici. Ils ont été tous arrêtés, amenés à la police et à la préfecture. Je prends le FNDC Sénégal en témoin pour les intimider. Mais de quel droit il se permet? Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays libre, où chaque Africain a le droit d'exprimer ses opinions. On condamne la violence quelle qu'elle soit. Nous ne cautionnons pas cette violence de jeunes Guinéens qui ne sont pas que des Guinéens. Parce que le préfet oublie que parmi ces Guinéens, il y a beaucoup de Sénégalo-Guinéens. Est-ce qu'il va expulser des Sénégalais à la frontière parce qu'ils ont manifesté sans autorisation? Et est-ce que parce qu'un Africain vivant parmi nous a enfreint une seule loi, une marche non autorisée, qu'il va être expulsé du Sénégal? Et désormais, le conseil municipal n'a plus la prérogative d'affecter ou de désaffecter des terres sans l'approbation de l'autorité administrative locale. Une décision du président de la République, Macky Sall, présidait la première édition des Journées de la décentralisation jeudi. Une décision qui vient à son heure selon les populations. Nancy Diouf. Les litiges fonciers font maintenant partie du quotidien des Sénégalais, une situation qui n'a pas échappé au chef de l'État qui retire désormais le privilège d'affecter et de désaffecter des terres aux maires sans l'autorisation de l'autorité administrative locale, une décision qui devrait être prise depuis longtemps selon cet homme. Actuellement, le Sénégal traverse une crise concernant les terres parce que chaque fois on allume les télés, les radios, on entend des problèmes de terre. On a donné cette terre à cette personne-là, à cette personne-là. Comme que le président a pris l'engagement de récupérer ça et donner ça au préfet et au sous-préfet, je donne au préfet qu'ils prennent les choses en main. Il y a des nécessités dans ce village de Wakam, présentement, où je vis. Il y a des quartiers, franchement, les pères de famille, ils ont besoin d'une petite parcelle pour loger leurs enfants. C'est une nécessité. Depuis longtemps, le président devait prendre ça. Parce que tous les maires qui sont passés par là, bon, on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Mais franchement, cette décision est venue à son heure, quoi. Les autorités administratives aussi ne doivent pas prendre ces terres comme acquises car elles appartiennent au peuple sénégalais. C'est l'avis de notre interlocuteur. C'est une décision que nous saluons vraiment. Maintenant, les autorités administratives doivent aussi savoir que ces terres ne les appartiennent pas. On attendait qu'ils fassent leur travail correctement. Pour cet homme, ceci est une sage décision du président, car selon lui, les autorités municipales se partagent les terres entre eux. Les autorités se partagent nos terres de façon illégale. Nous sommes là, on est des jeunes et on devrait normalement avoir accès à ces terres. Vraiment, nous saluons la décision du président Macky Sall. Entre marches, sit-in et conférences de presse, les contestations des populations sur l'octroi de terres du domaine national à des acteurs privés sénégalais et étrangers ont été nombreuses ces derniers temps. Cette décision suscite déjà l'espoir de voir tous les problèmes fonciers au Sénégal derrière nous. Tournée régionale des porteurs du projet Énergie OMVG. À présent, le respect des mesures barrières et des normes de sécurité ont été au cœur des débats au poste de Kédougou. En visite de chantier, les responsables de l'OMVG, accompagnés du gouverneur de la région, prennent également très au sérieux l'aspect environnemental. Abdourahmane Ly et Cheikh Ougaï. Comme dans toutes les autres bases de stockage, le respect des mesures barrières est un impératif dans celle de Kédougou. Ceci pour les 97 employés et tout autre invité pour une visite de chantier. Le respect des normes de sécurité n'est pas non plus en reste. C'est d'ailleurs cet aspect qui intéresse particulièrement le gouverneur de la région. L'après-projet aussi génère des enjeux sécuritaires. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse mettre ce qu'on appelle un obstacle statique fixe qui permet de renforcer la sécurité par rapport au voisinage. Vous savez que nous gérons ici un poste électrique. Et qui dit poste électrique dit ce qu'on appelle enjeu sécuritaire.
Et il y a le risque électrique qui est là et je pense qu'à ce niveau, nous devons mettre tous les atouts du côté des populations. Sécuriser davantage le poste pour que les populations ne puissent pas y accéder et que davantage qu'on puisse dégager les emprises nécessaires pour renforcer la sécurité des populations. Une équipe d'ingénieurs qui prend bonne note de ces remarques, l'expert plan de gestion, environnement et social rassure sur la concrétisation de ces recommandations. On a pris bonne note, heureusement. Il est satisfait un peu du dispositif sécuritaire surtout, il a beaucoup insisté sur ça, qui est mis en place donc, au niveau de ce site. Et Inch'Allah, on va essayer de renforcer par rapport aux recommandations concernant un peu une salle d'isolement, puisqu'on est en période de Covid. Effectivement, il a raison. Il a parlé également d'un plan d'opération interne, un POI, qui n'avait pas été fait effectivement pour tout ce projet-là. Mais Inch'Allah, on va essayer de voir comment mettre en œuvre ce plan d'opération interne-là pour pouvoir prendre en charge donc, la sécurité des travailleurs, mais aussi des riverains. Une inquiétude qui est d'ailleurs très légitime, en ce sens que 3 lignes seront connectées à ce poste électrique de l'OMVG. Au niveau de ce poste-là, il y a la ligne de Tamba qui quitte Tamba pour venir ici. Il y a aussi la ligne, c'est la ligne L2, on l'appelle. Il y a aussi la ligne L3A qui quitte ce poste-là pour aller au poste de Mali en Guinée. Il y a également une autre ligne, la L3D, qui n'est pas encore d'actualité, qui quitte le barrage de Samangalou, là où le barrage hydroélectrique va être construit, qui quitte ce barrage-là pour pouvoir donc se connecter au niveau de ce poste-là. Un chantier établi sur une surface totale de 6 hectares, dont les 4 hectares sont à ce jour utilisés par le poste. 13 impactés agricoles et un impacté moral ou école y sont donc recensés. Des impactés qui seront indemnisés selon les règles établies. La commission départementale de recensement et d'évaluation des enfants avait proposé à accompagner un peu l'école en faisant un mur de clôture et éventuellement la construction de classes. Et cette proposition-là a été partagée par toutes les parties prenantes. Par rapport à ces 13 PAP agricoles-là, donc, ils ont été payés. On a acheté en quelque sorte la récolte. Puisque nous, ce qu'on indemnise, c'est les pertes de culture. Puisque après l'érection de la ligne, les agriculteurs peuvent venir encore sous la ligne faire les activités agricoles. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les activités qui sont compatibles avec la ligne. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est des arbres qui dépassent 3,50 m. Des mesures environnementales sont également mises en œuvre dans cette localité, et ce, dans le but de valoriser l'environnement à travers une bonne gestion des déchets. Un projet sur lequel, par ailleurs, compte la région de Kédougou, en croire le gouverneur de la localité. Sayer Ndaou fait savoir que l'accès à l'électricité est un problème réel dans la région. Coronavirus, ce jour, 17 tests positifs sur un total de 1379 réalisés. Aucun décès enregistré, 4 cas graves sont pris en charge en réanimation et 56 autres déclarés guéris. Amélioration de la chimioprévention du paludisme saisonnier, un projet qui vise le renforcement des programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans 13 pays africains, un projet piloté par le professeur et épidémiologiste Jean-Louis Ndiaye de l'UFR Santé de Thiès, correspondance à Thiès, Isidore Alexandre Sen. L'Université de Thiès, à travers ses programmes de recherche, vient de bénéficier d'un programme de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce programme de chimio-prévention du paludisme saisonnier concerne les enfants de 0 à 5 ans et au-delà. C'est une grande source de fierté pour notre université parce que c'est la recherche, c'est l'innovation. C'est en cela que nous sommes honorés de voir que l'Université de Thiès va coordonner un projet qui implique 13 pays. Ce projet donc, va recevoir un financement d'1,5 milliard de francs CFA, va durer 4 ans. La lutte contre le paludisme reste toujours un défi malgré les excellents résultats jusque-là obtenus. Professeur Jean-Louis Ndiaye et épidémiologiste enseignant à l'UFR Santé de Thiès, point focal du projet. L'OMS a recommandé depuis 2012, sur la base des résultats de la recherche, une nouvelle stratégie de prévention du paludisme chez les jeunes enfants. Et le Sénégal a commencé sa mise en œuvre depuis 2013. Mais nous avons noté qu'il y a quelques gaps dans la mise en œuvre, notamment le nombre d'enfants éligibles. Sur un objectif de 71 millions d'enfants qui doivent bénéficier du programme, seuls 22 sont touchés. Donc ce sont les programmes qui les mettent en œuvre, ce sont les districts sanitaires, les infirmiers, le niveau opérationnel, les agents de santé communautaire,
Et nous venons en appoint. Le programme d'optimisation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier en Afrique de l'Ouest et du Centre est présent dans 13 pays. Isidore Alexandre Sen, l'homosexualité serait-elle en passe de se banaliser au Sénégal? Si pour certains les parents sont fautifs, pour d'autres l'État est entièrement responsable de ces dérives qui deviennent récurrentes. Un reportage de Halassane Niang et Mafalfal. L'homosexualité commence à gagner du terrain dans la société sénégalaise aux yeux de certains. Pour cet homme âgé d'une soixantaine, le phénomène au Sénégal n'est pas nouveau. Seulement aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'absence de sanctions rigoureuses semblent l'encourager. Même à notre époque, l'histoire de l'homosexualité existait bien avant. Jusque ces gens qui se donnaient, des personnes qui se donnaient à ces genres d'actes se cachaient. Ce qui est plus le cas maintenant. Avec la liberté d'opinion, tout est permis. Et les parents ont d'autres occupations que de surveiller tout le temps les enfants. Mais aussi, il y a le gouvernement qui fait pas d'efforts pour essayer de trouver une solution par rapport à cette situation. Le tailleur dénonce ce qu'il appelle la démission des parents. Selon lui, ces derniers ne participent plus réellement à l'éducation de leurs enfants. Nous qui sommes des tailleurs, nous sommes tout le temps en contact avec des gens. Mais je pense vraiment que la faute revient aux parents qui actuellement ne pensent même pas à l'éducation de leurs enfants. Et nous avons perdu également nos valeurs. Franchement, je lance un appel aux parents de bien prendre l'éducation de leurs enfants en deux mains. Mayoro, lui, invite la jeunesse sénégalaise à une prise de conscience. Nous déplorons vraiment ce genre d'actes. Nous sommes dans un pays musulman et la religion musulmane condamne l'homosexualité. En tant que jeunes, nous déplorons vraiment ce phénomène. Et toute personne qui soutient l'homosexualité doit être bannie par la société. L'homosexualité semble se banaliser au Sénégal. Si on y prend garde, les répercussions sur la jeunesse peuvent s'avérer regrettables. Et on passe à la note de sport de cette édition. La saison de basketball démarre en janvier prochain. Les clubs ont déjà entamé leur préparation. C'est le cas de l'AS Douanes. Les Gablous ont perdu quelques cadres cette saison, néanmoins renforcés par de bonnes recrues. Saïkou Saïdi et Moustapha Gueye ont suivi leurs entraînements au stadium Marius Ndiaye. 2 lieutenants quittent le navire, 2 autres l'intègrent. Cerise sur le gâteau, ils entrent déjà dans les plans de l'entraîneur. Il y a des choses qui dépendaient de nous, il y en a d'autres qui ne dépendaient pas de nous. Donc le plus important, c'est qu'ils reviennent sains et saufs et reprendre les entraînements comme il se doit. Et depuis le début, je vois qu'ils sont vraiment concentrés, beaucoup d'engagement. J'ai même été surpris par leur degré de motivation, tellement ils se donnent à fond tous les jours. L'AS Douanes a repris les entraînements, depuis un mois. Sur le parquet du stadium Marius Ndiaye, les tenants du titre y vont à fond. Les conséquences de la Covid-19 semblent être derrière les Gabolous. Mais c'est ça le sport, les joueurs ils viennent, ils partent. D'autres aussi viennent nous rejoindre pour nous soutenir. Déjà, ils rentrent très bien dans le moule depuis qu'ils sont là. Très engagés, très prêts vraiment pour pouvoir défendre les couleurs de la Douane comme il se doit. Défendre les couleurs de l'AS Douanes en championnat national et en Basketball Africa League, telle est la motivation de Mamadou Gueye Pabi et son équipe. Déjà, nous avions l'année dernière 2 Américains qui devraient renforcer notre équipe, mais il s'est trouvé que cette année, ils ont un contrat en Europe parce que c'était 2 bons joueurs. On leur souhaite bonne chance de passage et maintenant nous sommes en train de rechercher encore un poste 4 et un poste 5 pour vraiment pouvoir exister lors de la Basketball League Africa. La saison 2019-2020 de basketball a été interrompue au mois de mars à cause de la pandémie de coronavirus. Celle de 2020-2021 sera lancée le 2 janvier prochain. Les champions en titre ont déjà démarré leur préparation. Et pour booster le handball, les dirigeants de la fédération ont opté pour une série de formations. Après celui de Rufisque, le district de Mbour vient de permettre à 29 stagiaires d'avoir leur diplôme. Le président de la fédération en a profité pour fustiger le non-respect, selon lui, des étapes de la formation à certaines occasions. Muntaga Khan.
Après le district de Guédiawaye, celui de Mbour vient d'organiser un stage de formation pour les initiateurs qui concerne 29 stagiaires. Ces stages qui se répètent du point de vue de l'initiation et l'animation au handball participent de la politique de développement que la fédération est en train de mettre en œuvre avec l'avènement du Centre national d'entraînement pour les filles, le projet que nous avons de faire le même type de centre pour les garçons, mais avec une cohérence pour que, à l'échelle des localités, le handball se joue partout, quelle que soit la division, quel que soit le niveau, mais qu'on essaie de susciter cette émulation positive. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des initiateurs. Le président de la fédération de handball tient beaucoup à ce qu'aucune étape ne soit occultée dans la formation. Entraîner des jeunes, c'est quelque chose de spécifique. On n'entraîne pas des jeunes pour avoir tout de suite un résultat immédiat. On entraîne des jeunes pour leur faire aimer une discipline, c'est les premiers, c'est les B.A.B.A. Et après, c'est de les maintenir dans la discipline, de commencer à leur inculquer les principes de base de la discipline. Ça, c'est un parcours de formation. Malheureusement, au Sénégal, ce qui s'est souvent passé, c'est qu'on a pris des jeunes très tôt pour les faire basculer dans des équipes seniors. Et en cela, en le faisant, en fait, on n'aide pas la discipline parce que le jeune saute des étapes de sa formation. Aujourd'hui, il faut avoir une trajectoire de formation. Mais si on va avoir une trajectoire de formation, il faut qu'à chaque étape de la trajectoire, qu'il y ait des techniciens spécialisés dans l'étape où nous sommes. On ne peut pas entraîner des équipes jeunes comme on entraîne une équipe de première division qui joue au championnat national. La semaine de la Guinée se poursuit. Tout de suite, retrouvez Hassan Gueye. À suivre également un plateau spécial dédié aux hydrocarbures avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir et à demain.